Bonjour et bienvenue. La transition énergétique et plus largement écologique dans les pays du Sud, c'est avant tout une vision nouvelle du développement. Le Sud est vaste et divers et sans doute faudrait-il parler des Suds au pluriel. Mais le climat est global et les écosystèmes sont interconnectés, de sorte que le récit de la transition est global. Nous vous en proposons maintenant les grandes lignes. La transition écologique impose à tous la sobriété et l'efficience énergétique. Les énergies renouvelables de proximité, solaire et éolien, mais aussi biomasse, doivent être massivement déployées. Ces nouvelles formes d'énergie permettent un développement très différent de celui de la révolution industrielle fossile, qui a imprimé sa marque sur la trajectoire des pays du Nord depuis plus de 2 siècles. Individuelles, décentralisées, ces énergies propres peuvent apporter la prospérité à des communautés jusque-là isolées d'un développement principalement centré sur l'exploitation des énergies fossiles. Le transport sur de longues distances à base d'énergie fossile, le pétrole surtout, devra être considérablement réduit, voire cesser complètement. La division internationale du travail et de la valeur qu'il permet aujourd'hui n'y survivra probablement pas. Ainsi, la relocalisation de l'énergie et des productions pourrait induire l'amélioration tant attendue des termes de l'échange des pays du Sud et la territorialisation des chaînes de valeur. L'abondance énergétique au Nord a permis des progrès techniques et scientifiques considérables. Elle a également amélioré l'espérance de vie des êtres humains, au moins jusqu'à une date récente. Mais ces progrès pourraient être remis en cause, car si nous n'arrêtons pas le changement climatique et la dégradation de l'environnement, les dommages futurs infligés à la santé humaine pourraient bien être très lourds, annulant ainsi une partie des progrès faits au cours des 150 dernières années. Or, le modèle politique et social du Nord est en crise. Retour de la pauvreté, inégalités croissantes de revenus et de patrimoine, perte de légitimité du politique. Rien ne permet de dire que le Nord est un modèle pour le Sud aujourd'hui. L'Homo economicus, des manuels d'économie, est un urbain mâle, blanc, ayant fait des études supérieures et habitant en centre-ville, dont le principal horizon, consommer toujours davantage, est de plus en plus compromis, sauf pour une toute petite minorité. Les Suds peuvent inventer une autre prospérité, plus soutenable dans la durée, plus respectueuse des écosystèmes et plus juste. Il est possible d'identifier l'une des racines des crises multiples auxquelles nous sommes confrontés. Il s'agit de notre rapport à la propriété. Depuis la réforme des enclosures en Grande-Bretagne, la privatisation des ressources semble constituer l'option privilégiée par l'Occident pour la gestion des ressources rares. La fiction qui sous-tend ce choix politique est que la gestion communautaire des biens ne permet pas de prendre en compte la contrainte de leur renouvellement et conduit à leur disparition. Vous aurez compris à l'issue de ce cours que la réalité est tout autre. La gestion privative des ressources induit au contraire des externalités climatiques, environnementales, sociales, qui accélèrent leur raréfaction et, dans bien des cas, peuvent provoquer leur anéantissement. La menace qui pèse aujourd'hui sur la faune halieutique des océans de la planète en est peut-être l'illustration la plus évidente. La poursuite de la pêche industrielle en eau profonde, telle que de nombreux pays la pratiquent aujourd'hui, en brisant les chaînes trophiques de reproduction des poissons, pourrait provoquer leur disparition des océans entre 2040 et 2050. La disparition des abeilles est bien sûr un autre exemple bien connu du type de dérèglement majeur que notre rapport désordonné à la propriété est susceptible de provoquer. Car si les abeilles disparaissent, et si nous ne trouvons pas les moyens de polliniser à leur place, l'espérance de survie de l'humanité ne sera que de quelques années. Et il est fort peu vraisemblable que nous parvenions à polliniser avec des machines, de sorte qu'il y a fort à parier que ce à quoi l'on assiste aujourd'hui en Chine deviendrait alors un modèle pour l'ensemble de la planète, à savoir la pollinisation à la main par des femmes pauvres en milieu rural. Voulons-nous vivre sur une planète sans poissons dans nos océans et où les femmes pollinisent à la main? C'est la question qui nous est posée.
À rebours de la lecture proposée par Hardin en 1968 de la réforme des enclosures, la réponse institutionnelle à la tragédie des communs consiste précisément à gérer ces ressources comme des communs, c'est-à-dire des biens destinés à tous, mais dont la privatisation provoque la disparition. À l'évidence, la plupart des ressources naturelles sont éligibles au statut de commun, mais aussi les logiciels libres, Wikipédia, la culture, les langues. Et en reprenant la trilogie de Karl Polanyi, ce grand économiste hongrois des années 30, on peut se demander si la société de demain ne devrait pas être une société dans laquelle la terre, le travail et la monnaie sont gérés comme des communs. Les travaux de l'économiste américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, sur la gestion des communs montrent que c'est possible, à condition de respecter certaines règles. Identifier clairement qui a un droit d'usage sur les ressources, se mettre d'accord sur la différenciation des droits, qui a le droit de modifier les règles, et surtout se mettre d'accord sur la résolution des conflits d'interprétation des règles elles-mêmes. C'est cette absence d'institutionnalisation du conflit, pourtant caractéristique de la démocratie selon Claude Lefort, qui fait sans doute défaut à l'expérience politique du projet européen aujourd'hui. Choisir telle ou telle ressource, naturelle ou culturelle, comme bien commun est donc un acte politique, par lequel une communauté s'auto-saisit comme étant la gardienne de ce commun. Ce point a été souligné avec force par des philosophes comme Pierre Dardot et Christian Laval. La gestion des communs invite l'État à repenser sa mission, non plus comme gardien des contrats privés, selon l'utopie néolibérale de privatisation intégrale du monde, non plus comme gestionnaire bureaucratique des biens publics, selon l'utopie inversée du socialisme soviétique, mais comme gardien des conditions de possibilité d'émergence des communs dans la société civile. Enfin, gérer les biens communs nous oblige à distinguer les trois piliers qui, depuis l'écriture du droit romain, constituent la propriété privée. L'usus, le fructus et l'abusus. Il s'agit désormais de privilégier l'usus, le droit d'usage, sur les deux autres piliers, et de retirer aux individus et aux collectivités le fructus et l'abusus toutes les fois que ceux-ci menacent le renouvellement de la ressource. On devine qu'il s'agit là d'une révolution juridique, institutionnelle et politique. Peut-être le maintien des conditions d'une vie décente pour tous sur cette planète est-il à ce prix. Il n'y a pas d'obstacle technique à la transition écologique. Les obstacles sont institutionnels, financiers et politiques. Et l'on sait comment les lever. La transition est avant tout une question d'attitude, j'allais dire spirituelle. Face à l'urgence de la menace environnementale, face au scandale du sous-développement, le fatalisme est une grande tentation et une attitude très répandue. Or, nous savons exactement quand la transition commence. C'est un point de bascule. C'est le moment où vous, qui venez de visionner ce MOOC, vous vous êtes dit « c'est possible ». Eh bien, puisque c'est possible, allons-y. Et merci pour votre attention.